Alors, cette vidéo est la suite de la vidéo froid 354, pack, variateur de fréquence Altivar 21 en défaut OL1 sur une pack dépannage. Et comme on l'avait vu dans cette vidéo là, à la fin, j'appelle le SAV de Schneider Electric pour être sûr du diagnostic, c'est-à-dire pour être sûr que le variateur de fréquence que l'on voit sur la photo, donc c'est celui-là du milieu, soit bien HS. C'est-à-dire que le SAV m'a fait faire les procédures pour initialiser le variateur de fréquence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il m'a fait faire la procédure pour acquitter le défaut sur le variateur de fréquence. Mais cette procédure n'a pas fonctionné. Le défaut OL1 était toujours présent. Défaut qui signifie variateur de fréquence en surcharge. Et il se passait que lorsque je remettais le courant, j'avais toujours le défaut OL1 qui restait sur l'affichage. Donc suivant les conseils du SAV, je décide donc de commander un autre variateur, et donc la machine je la laisse fonctionner qu'avec 2 variateurs sur 3, donc avec 4 ventilateurs sur 6, et le lendemain lorsque je reviens, je constate que l'autre vieux variateur de fréquence, donc celui qui est tout à fait à gauche, est en défaut OL1, et donc la pompe à chaleur est en défaut, et donc je recommande un deuxième variateur de fréquence. Je me dis c'est la loi des séries, il y en a un qui a lâché, l'autre il lâche. Cette intervention va être étalée sur 2 voire 3 vidéos, et dans cette vidéo on va voir donc le deuxième variateur de fréquence qui se met en défaut. On va voir le remplacement des 2 variateurs de fréquence et on va voir aussi comment je les configure. Et donc à la fin de cette vidéo là, les 3 variateurs seront fonctionnels, mais le lendemain lorsque je reviendrai sur cette machine là, elle sera de nouveau en défaut. Ça par contre on le verra dans la vidéo suivante qui sera froid 357. Donc je vais rajouter que la dernière fois que j'ai touché un Altivar, c'était il y a une quinzaine d'années. Donc c'est des Altivar que tu alimentes en monophasé pour alimenter donc les petits moteurs triphasés. Donc lorsque tu fais de la maintenance industrielle, en tout cas lorsque tu apprends le métier de technicien de maintenance industrielle, tu le vois. Et donc là ça fait 15 ans que j'ai pas touché à la programmation d'un Altivar, donc j'ai quasiment tout oublié. Donc là dans cette vidéo là, je l'ai pas enlevé, mais tu vas voir mes errements, tu vas voir comment je vais galérer. Donc là ce que tu vas voir c'est de l'auto-formation sur le site client, et donc en temps réel, c'est-à-dire je mets le variateur et avec la documentation du constructeur du variateur, et bien je vais paramétrer ce variateur de fréquence. On verra dans la vidéo froid 357 ou froid 358, je ne sais pas encore, hein. Abonne-toi à la chaîne et tu verras bien la méthode de paramétrage avec un PC. Dans cette vidéo là je vais le paramétrer à l'ancienne, c'est-à-dire avec l'interface du variateur de fréquence, ce que l'on appelle aussi l'IHM, c'est-à-dire avec les boutons et l'écran LCD. Quoique je pense pas que ce soit un écran LCD, mais avec l'écran de l'Altivar. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc la semaine dernière, je suis intervenu pour celui-là. Donc celui-là, il est mort. Et tu vois, j'ai débranché le conducteur là. D'ailleurs, il me faudra un domino. Donc là, maintenant, c'est celui-là qui marche plus là. Il a lâché cette semaine. Donc là, on a le défaut L1. Donc c'est le même défaut qu'ici, c'est défaut surcharge variateur. Donc la procédure, parce que là tu vois le petit point là, il est sur run. Tu vois, ça veut dire que l'automate lui donne l'ordre de marcher, mais le problème c'est que quand tu te branches ici là, donc touche programme, et là j'ai le défaut, on va le voir. Donc je vais sur alarme. Donc tu vois le défaut est toujours présent, il y a l'astérix. Ça a eu lieu donc hier à 9h46 et c'est le défaut 92. Donc le défaut 92 c'est condenseur R, défaut système 1, donc c'est pas le condenseur, c'est l'évaporateur, mais bon c'est la même chose. Et là il est en défaut là, si j'acquitte, là j'ai acquitté là. Tu vois le défaut il revient de suite parce que il est toujours présent là. Donc là on va faire la procédure que m'a montré le gars là. Donc là, celui-là, c'est celui-là, je le coupe ici, parce que ça sert à rien de le laisser allumer, maintenant lui il est cuit. Voilà, et maintenant il faut que je trouve celui-là là. Donc je sais pas c'est lequel. Donc c'est pas celui-là. Ça va être celui-là. Voilà. Celui-là, c'est celui-là, le RV1. Donc là la procédure c'est quoi? C'est ici là. Tu vois ce fil là qui va en F là. Ce fil qui va en F, de P24F, ça donne au variateur de fréquence un ordre de marche. Donc si je fais ça, il n'y a plus d'ordre de marche. D'accord? Et là, si je remets le jus, je dois avoir 0.0. Vas-y, remets le jus.
Et si j'ai OL1, ça veut dire que le variateur est mort. Théoriquement, là, comme il n'a pas démarré, il ne peut pas être en surcharge variateur. C'est impossible, il n'a rien fait. Et donc là, le défaut surcharge variateur, je l'ai direct là. Donc ça veut dire que le variateur RV1, ben, il est mort. Alors ce qui est marrant, c'est que les deux ont lâché avec quelques jours d'intervalle, quoi. Sachant que c'est le premier à avoir lâché, c'est celui-là. D'ailleurs, il a été changé par un ATV 212. Parce que les ATV 21, ça se fait plus. Les Altiva 21, ça se fait plus, non, c'est les 212. Donc là, ben là, la pompe à chaleur, elle est cuite, hein, dans le sens où la semaine dernière, je tournais avec 4 ventilateurs. Maintenant, je peux pas tourner avec 2 ventilateurs, c'est pas assez là. Donc ben, je vais laisser à l'arrêt, je vais laisser le chauffage sur le backup, le secours, les chaudières électriques. Voilà. Là, le point, il a disparu. Si je fais ça avec la commande, je le mets sur F, là on voit que le pain réapparaît. Mais si je fais ça là, l'ordre de marche n'y est plus. Si j'acquitte le défaut, il va disparaître. Voilà. Quoique non, il va pas disparaître parce que l'autre il est... Attends. Voilà. Parce que l'autre je l'éteins, je le rallume, tout est rallumé. Je fais disparaître le défaut. Et là le défaut il va disparaître. Bon là je l'ai coupé à la supervision. Mais tu vois le défaut il réapparaît plus. Donc ça veut dire que là si je veux là, la pompe à chaleur je peux la faire tourner là. Mais elle va tourner que sur 2 ventilos, pour les 10 girages, je pense que ça va pas le faire. Ou elle va prendre en glace assez vite, je sais pas, tu vois. Donc je vais pas prendre le risque, parce que là il fait froid là, ici elle se fout en défaut, et puis ici là-bas ça se fout en défaut, parce qu'il y a des vannes d'isolement entre les chaudières électriques et la pompe à chaleur. Voilà, tu vois, il n'y a plus de défaut là. Voilà. Donc là on les voit bien les deux OL1. Donc je vais laisser alimenter les 2 variateurs, j'ai débranché les trucs pour pas qu'il y ait un défaut sur la supervision. Attention, quand tu es sur une pompe à chaleur avec un variateur de fréquence qui affiche le défaut OL1, et même si tu suis la procédure, donc ça a été le cas que m'avait donné Schneider Electric pour enlever ce défaut sur le variateur de fréquence, et bien si le défaut reste, ça ne signifie pas forcément que ton variateur de fréquence est mort. Car le gars que j'ai eu au SAV, il y a une petite subtilité qui lui a échappé, ce que je peux comprendre car sur un variateur de fréquence, tu as plusieurs centaines de paramètres. Je m'en suis rendu compte quand j'ai exploré les 180 pages de la documentation, et ça on le verra dans la vidéo suivante, car on va déjà voir les réglages de base avant de voir certains réglages avancés très spécifiques. Donc là j'ai reçu les nouveaux variateurs de fréquence, donc je vais pouvoir donc les changer. Alors on voit qu'il n'y a pas de numéro là sur les câbles là, donc il va falloir décabler sans les mélanger. Quoi, si, attends, il y a des numéros là, il y a marqué 7, bah, c'est tout petit quoi. Donc là je vais faire des repères au stylo. Donc là j'ai décablé, donc des fois tu as des petits numéros mais ils sont super petits, donc j'ai mis du scotch pour marquer donc le numéro de borne où il était raccordé. Ça c'est la commande, ça c'est la puissance là. Bien sûr c'est pour pouvoir raccorder l'autre sans prendre la tête, pour éviter une erreur de câblage. Par contre là je suis dégoûté, j'avais mon petit feutre fin, là je l'ai pas, là j'ai dû utiliser mon gros feutre et c'est vrai que c'est assez galère à faire. Voilà. Donc là il me reste plus qu'à enlever le vieux maintenant qu'il est décablé et mettre le nouveau. Alors lorsque l'on fait le décablage d'un appareil, donc ici c'est un variateur de fréquence, c'est une étape très sensible car comme on peut le voir les conducteurs sont pas repérés, s'il y a des chiffres ils sont quasiment illisibles, donc c'est extrêmement important avant de décabler de bien repérer les conducteurs, car une fois que ça sera décablé, si on a un doute sur le câblage, bien ça va pas le faire dans le sens où on peut recabler par exemple la commande sur une mauvaise borne et au redémarrage ça ne marchera pas, et après pour trouver pourquoi ça ne marche pas, ça peut prendre plusieurs heures. Donc si le câblage a bien été repéré, et bien au recablage ça va prendre 5 minutes en tout cas pour la commande, et ça marchera lorsque les paramètres de réglage seront rentrés du premier coup. Donc là c'est vraiment une étape très importante, le repérage des conducteurs avant le décablage. Donc unboxing d'un variateur de fréquence Altivar 212. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a ça, le quick start, ok, petit dock, on a ça, et on a
Et on a ça. Donc ça c'est la plaque pour raccorder le câble de puissance. Et là on a le variateur. Sur cette photo, tu peux voir la référence de l'Altivar. Donc c'est un ATV 212 HU40N4 qui va jusqu'à 4 kW. Tu l'alimentes en 380-480 volts. Tu peux prendre du 50-60 Hz. Et c'est fabriqué en Indonésie. Donc là, tu as la façade du variateur de fréquence. Sur le côté du variateur de fréquence, tu as une étiquette avec différents paramètres. Intensité maximum en entrée, input. Intensité maximum en sortie, output. On peut voir aussi qu'en sortie, il peut faire varier donc sa fréquence de 0,5 Hz à 200 Hz. Ici, les moteurs des ventilateurs tourneront au maximum à 50 Hz. Sur la plaque signalétique des ventilateurs de tête, il y a marqué entre 700 tours et 900 tours minute, suivant le couplage du moteur. En tout cas, suivant comment il est câblé dans sa boîte à bornes. À noter que lorsque j'ai enlevé le variateur de fréquence Altivar 21, sur le côté, tu as une étiquette où il y a marqué End of Life Data. Donc, c'est sûrement tous les composants, en tout cas les matières qu'il y a dans cet appareil-là. Et je pense que c'est des indications donc pour le recyclage. Donc là, attention, lorsque tu demandes un variateur de fréquence, il ne faut surtout pas le jeter, car là j'ai fait une erreur de débutant, c'est-à-dire quand tu découvres, tu fais cette erreur là. Dans la documentation, c'est là où je l'ai apprise, dans la documentation de 180 pages, il y a une procédure pour récupérer les paramètres du variateur de fréquence, paramètres qui ont été modifiés, donc qui sont différents du réglage d'usine, sauf que pour récupérer ces paramètres là, il faut que le variateur de fréquence soit alimenté en triphasé. Donc là, je l'ai décâblé, donc je ne peux plus récupérer les paramètres. Donc ça, je vais m'en rendre compte lorsque je vais explorer la documentation de 180 pages. Car sur les 3 variateurs que j'ai sur cette machine-là, il y en a 2 qui ont la programmation exactement identique, mais le RV3, celui-là qui est au milieu, a un câblage au niveau de la commande qui est différent. Donc la programmation est différente au niveau des inputs, au niveau des entrées. Donc là, je l'ai démonté, j'ai enlevé le vieux. Donc là, je vais mettre le nouveau. On peut voir là derrière son petit ventilateur là et son petit radiateur là. Donc là je l'ai fixé, il n'y a plus qu'à le recabler. Donc là je marque RV3 au feutre pour le moment pour pas me perdre, parce que je me méfie. Je me méfie de ma mémoire parce que des fois j'oublie des trucs. Voilà. Donc là on voit que par rapport à l'ancien, le nouveau, il y a quelques petites différences. Donc c'est léger, hein. La forme c'est la même. Putain, il n'y a aucune porte qui tient. Ouais, ils ont morflé ces variateurs. Donc on voit que c'est pas pareil, hein. Et on voit que celui-là il y a plus de câblage, hein. Celui-là il y a moins de fils, j'ai l'impression. Bon, là on voit qu'ici il y a des petits cavaliers, je sais pas à quoi ils servent, faut regarder la doc. Et surtout, comme celui-là il fonctionnait, faut regarder la position des cavaliers. On dirait que c'est exactement la même ici et ici. Bon, ça je verrai ça tout à l'heure, hein. Là je fais le câblage pour le moment. Donc ça c'est le nouveau. Quoi, ça c'est un des nouveaux qui a déjà été changé, ça c'est le nouveau à câbler, et ça c'est, il me reste cet ancien là à faire après. Et là je regarde un truc là, ah, c'est marrant hein, ça n'a pas été câblé, aïe aïe aïe, là c'est chaud là. C'est vrai que les bornes sont toutes petites et on voit que leurs bornes là, ça c'est des bornes merdiques ça, c'est pas bien grand quoi. Bon, je vais voir le câblage de ça maintenant. Donc là on voit une différence avec le nouveau, c'est que là sur l'ancien il y avait ce système en plastique là qui fait chier là. Là sur le nouveau ça y est plus. Donc là j'ai raccordé la plaque là. Donc ça c'est mis à la terre ici là avec la machine. Mais c'est aussi mis, donc là on voit que le câble a été ouvert, en tout cas pour avoir la tresse métallique, pour le mettre aussi à la terre. Par contre ce qui est décevant là, c'est que ça je l'ai récupéré sur l'ancien. Là on voit que ici là il est pas là, mais ce qui est décevant c'est que sur le nouveau, celui qui est neuf, tu as la visserie, mais tu as pas le système qui permet de serrer le câble là. Donc ça c'est pour mettre à la terre là, la tresse, parce que c'est un câble blindé ça, pour les parasites. Bon c'est un câble blindé,
Mais là je peux pas le faire comme bon, ici c'est bon, ici c'est bon. Là on le voit, ils ont ouvert l'isolant là pour pouvoir avoir la partie métallique ici là du blindage là. Par contre ici je vois qu'il n'y a pas le truc là. Et ça c'est pas vendu avec, c'est en option. Et ça je l'ai pas. Donc pour le nouveau là, ben, je ferai comme ça, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, ou si j'ai un truc à sertir, je verrai quoi. Mais bon, là pour le moment je vais faire pour celui-là, je ferai comme ça. Mais ça, c'est pas vendu avec le variateur de fréquence. C'est dommage. Je savais pas. Ça c'est en option. Alors que j'imagine que sur le lieu c'était vendu avec, parce que sinon il serait pas. Et là on voit que c'est le numéro 3 pour ce petit câble là. Donc là comme ça c'est une grosse merde à raccorder au niveau de la puissance. Putain, je pensais pas autant galérer. Donc là je vois que je peux enlever la porte, j'enlève la porte. Et là on voit qu'il y a des clips ici pour enlever cette partie en plastique là. Et ça je vais le faire parce que là je voudrais mettre ça ici, mais il faut que j'enlève la vis et je suis gêné là. Je suis bloqué là. Mais ah ouais c'est galère hein. Donc là j'ai enlevé cette partie en plastique là. En principe là je déclipse ici, là j'ai des rails. Mais vraiment comme ça là c'est une grosse galère à mettre hein, parce qu'on voit mal l'enfoncement là sous la connectique. Donc je vais faire ça parce que là ça me saoule. Ça me saoule. Ouais, c'est particulier hein. Donc là je viens de l'enlever là, mais je comprends pas à quoi ça sert cette merde. À part te faire chier sur le raccordement. Parce que moi je voudrais mettre ça là, ici là, mais avec ça c'est ingérable, je peux pas. Je pensais qu'on pouvait l'enlever, ça s'enlève hein, c'est fait pour être enlevé, mais je comprends pas. Je comprends pas à quoi ça sert de faire ça, vraiment là je pige pas. Bon, j'ai compris. Donc il faut enlever ça là, donc après tu mets tes petits fils, tu raccordes, et une fois que tu as tout fait, une fois que tu as fait tous tes raccordements, que tu as bien contrôlé toutes tes connectiques, parce que là tu vois bien ta connectique là, alors qu'avec cette merde là, une fois que c'est mis, tu vois pas. Donc une fois que tout est fait, et après tu remets ça. Par contre il faut que le câble soit assez nidudé à ce niveau là. Donc là je vais faire le test avec celui-là, parce qu'avec celui-là bien sûr il n'y a pas de souci. Ça va être facile, mais c'est celui-là qui est le plus chiant, donc je vais essayer de le faire comme ça, puis je vais voir si j'y arrive ou pas. Et là j'ai coupé mes scotch là, ce qui me faisait chier là. Bon, je vais garder quand même le sens que j'avais relevé. Ça c'est le câble qui va dans la machine, donc je pense que ça va je pense que ça va sur les ventilos. C'est pour ça qu'il est mis à la terre là, et ça doit être la lime ça. Voilà, parce que ça ces bornes là j'y touche pas là. C'est les bornes DC là, je sais pas ce que c'est là. Et ça va être l'alimentation là, 380-400 alternatif, c'est ça. Et ça c'est, et donc ça doit aller sur les ventilateurs. C'est la sortie du variateur de fréquence. Donc là avec mon ciseau tu vois j'ai dû couper la petite partie là du câble, celle-là là, qui était ici là, parce qu'il faut quand même un certain mou pour pouvoir se raccorder. Et là tu vois là, je peux contrôler mes connectiques au niveau physiquement, je tire dessus, je vois que c'est bien pris, il n'y a pas d'embrouille. Alors que quand tu as ça tu vois rien quand ça c'est mis. Et pour mettre la terre avec l'œillet c'est impossible. Là au moins je peux bien tout contrôler, nickel. Et là il n'y a pas d'embrouille. Donc là j'espère que je me suis pas planté sur mes scotch, que j'ai dû les couper, ils étaient trop, je les avais mis trop près là, trop près d'ici là. Donc en principe c'est bon. En plus là on le voit les petits numéros là. Bah, ils sont vraiment petits quoi, c'est pas évident à voir. Donc là il me reste à câbler ça, et après ça je le ferme. Donc là j'ai fini de raccorder là. Bon là ça le premier repère là, bon je le dis là c'est du scotch électricien hein, c'est isolé. Mais bon le mieux c'est de mettre des numéros parce que bon des fois tu as les câbles qui sont numérotés mais c'est pas évident là, en plus il fait sombre, c'est l'hiver. Voilà. Donc là on voit clairement en enlevant ça qu'on voit clairement la connectique. Donc après on peut tirer dessus, bon, il faut tirer dessus pour voir si c'est bien raccordé, il faut faire chaque câble, tout ça, j'ai pu raccorder mes terres nickel. Parce que là la puissance c'est ce qui est le plus important lorsqu'on fait du câblage électrique hein. C'est à dire que là s'il y a un câble qui se défait ça peut créer un court-circuit, bousiller le variateur, dans les ventilos. Autant si on se plante sur la commande c'est pas trop grave, c'est courant faible et au pire ça ne marchera pas. Mais là la puissance c'est ce qui est le plus important lorsque l'on câble sur une machine pour éviter les emmerdes. Donc là maintenant je vais essayer de remettre ça quoi. Je vais pouvoir mettre ça, mais on voit que quand on met cette chose là en plastique là, et bien tout ça on peut pas le voir visuellement.
On peut pas le contrôler. Parce que ça cache tout ça. Alors ils ont mis ça sûrement parce que là avant il y avait ça là. C'est-à-dire qu'on pouvait pas y passer le doigt. Alors que là si tu mets pas ça, tu peux y passer le doigt et boum. Donc tu es obligé de remettre ça pour la protection électrique. Voilà. Alors là ce qui est vraiment très intéressant c'est que ce côté là je vais pouvoir le remettre, tu vois, le petit câble. Mais la puissance, l'alimentation, je suis baisé quoi. Je suis baisé là, c'est mal fait là. Franchement c'est de la merde leur truc là. Je vais devoir décabler ces parties là pour la remettre quoi. Je suis dégoûté quoi. Ça passe pas. Ça passe pas. Ouais, ils auraient pu faire des trous un peu plus grands quoi. Là franchement, déjà que l'interface elle est merdique sur le variateur, mais alors là en plus la connectique c'est vraiment de la merde quoi. Je suis blasé quoi, le temps que je perds là. J'ai jamais mis autant de temps pour accorder 4 et 8 fils quoi. Donc là sur la puissance ça se va nickel pour le raccordement, donc là j'ai bien contrôlé. En gros ce qui m'a mis dans la merde c'est la terre. Je voulais récupérer l'œillet, mais c'est une mauvaise idée. Je sais pas comment il a fait le mec là. Ouais, ce qu'il a fait il a mis un U là. Donc là moi j'ai un rond là, j'ai un œillet hein. Donc pour le prochain celui-là, ben, le rond je vais le couper, ça fera un U. Parce que là c'est ingérable sinon. C'est ingérable parce que enlever la vis de là pour mettre l'œillet, j'ai essayé, c'est impossible. J'étais obligé d'enlever ça. Donc là, bon, là c'est bon, j'ai contrôlé les câbles, je les ai pas niqués. Ça c'est bon, ça c'est bon, tout ça c'est bon. Bon ok, donc ça c'était mon premier que je faisais. Celui-là ça ira beaucoup plus vite. Hein. Donc là maintenant, il me reste la commande à raccorder. Alors avant de voir la commande, donc je vais revenir un petit peu sur la puissance. Donc comme tu vois ici, là tu as un système en plastique qui empêche la possibilité de rentrer son doigt dans ces petits trous, c'est-à-dire que tu peux pas toucher les pièces actives, théoriquement. Donc le gros problème c'est que moi je voulais récupérer l'œillet de la terre. Donc c'est pas compliqué, tu enlèves la vis, tu mets l'œillet derrière et tu remets la vis. Le seul souci c'est que cette pièce en plastique fait que une fois que tu enlèves la vis elle tombe et il y a trop de décalage entre la vis et le plastique, je veux dire il y a peut-être 6-7 mm, donc c'est ingérable. Donc moi je me suis dit je vais enlever ça et je vais le câbler comme ça. Et après j'enfoncerai tout. Donc j'ai pensé à ça parce qu'à un moment donné j'ai essayé de raccorder la puissance et comme tu vois bon t'as les étiquettes, ça tu peux le pousser. Mais lorsque tu mets tes conducteurs avec tout ce plastique, plus les étiquettes, tu vois mal ton conducteur. C'est-à-dire tu vois pas bien s'il est bien enfoncé ou pas. Et comme j'ai déjà dit, c'est hyper important que la connexion de la puissance soit correctement faite. C'est vraiment très important. Donc il faut être sûr à 100% de son câblage au niveau de la puissance et au niveau de la qualité de ses raccordements. Parce que si tu mets ton câble à l'aveugle, tu serres, tu tires, le câble vient, c'est pas bon quoi, le conducteur vient, c'est pas bon. Donc là je me suis pris la tête avec cette saloperie là, sachant que sur l'Altivar 21 c'était beaucoup plus facile à câbler au niveau de la puissance car on avait un contact visuel direct avec les bornes, il n'y avait pas cette saloperie de plastique. Donc là on peut voir que j'ai passé mon conducteur de terre à travers la protection en plastique et j'ai raccordé mon œillet. Donc je vais faire la même chose là pour les 3 conducteurs de commande et après je vais faire la même chose avec le conducteur de puissance. Mon but, en tout cas c'est ce que je me suis dit, vu que c'est démontable, je raccorde comme ça visuellement je peux contrôler que toutes mes connectiques, les conducteurs sont bien à leur place, c'est bien serré et après j'en fiche l'ensemble à l'intérieur. Donc là on le voit, là je viens de le faire. Le seul souci c'est que lorsque je voulais remettre cette pièce en plastique là, pour la sortie variateur, je vais réussir à l'emboîter sur cette partie là. Par contre, sur la partie alimentation puissance, ça va être impossible à enfoncer parce que ça va me piller le câble là. Et donc, je vais devoir donc décabler cette partie-là. Ça, je vais pas le décabler. Je vais renfoncer la partie en plastique entièrement. Et après, je vais recabler l'alimentation lorsque cette pièce-là sera enfoncée. Parce que ces câbles-là sont plus fins. Et lorsqu'on essaye de les mettre, lorsque cette pièce en plastique est enfoncée, eh bien, on voit mal ce que l'on fait. Alors que là, on voit très bien là. Là, on voit bien que le conducteur est bien derrière le serre-câble là. C'est bien serré, il n'y a pas d'embrouille. On les voit bien les connectiques. Et donc une fois que j'ai enfoncé cette pièce en plastique là, après j'ai recablé la puissance, après j'ai recablé l'alimentation du variateur. Comme les conducteurs sont beaucoup plus gros, c'est plus facile à faire. Mais cela ça a été galère. Voilà. En tout cas j'ai vraiment galéré pour raccorder ces 8 pots fils. Là on peut voir que la tresse métallique là elle est bien sur le support du variateur de fréquence. Tout est raccordé à la terre. Voilà, en tout cas, sur l'Altivar 21, le câblage était beaucoup plus rapide au niveau de la puissance, plus simple. Ici, c'est beaucoup plus galère à cause de cette pièce en plastique là qui fait qu'on voit mal ce que l'on fait lorsqu'on met le conducteur. Donc, il y a un truc que je comprends pas. Tu vois, les câbles, ils sont bien faits, là, ils sont bien sertis tout. Et bien là, par rapport au sertissage, je rentre pas dans le trou, tu vois. C'est trop gros. Alors que là, avec ce type de bornier là, tu rentres nickel, il n'y a pas d'embrouille. Donc ça c'est un bornier de merde.
Des fois on se demande si les mecs qui font ça, ils essayent leur truc là. S'ils font un peu de raccordement avec, tu vois, là je suis baisé là. Là je suis bien baisé, je peux pas le rentrer, c'est trop gros. Donc il va falloir que je coupe là, que je nédude et que je mette en fil comme ça quoi. Ça fait chier quoi. Franchement ça fait chier quoi. Et là c'est encore une perte de temps là. Donc là pour un échange standard, tu vois, c'est pas bon là. Là je peux pas rentrer là. Même en appuyant dessus là c'est trop gros. Ça va pas. Encore une merde en plus quoi. Alors déjà ça c'était la grosse merde je trouve. Mais alors ça c'est pas top. Et là on le voit le problème là. Quand tu mets pas d'embout, tu peux avoir des brins de cuivre qui dépassent là. Donc tu vois là. Je sais pas si on le verra sur la vidéo parce que mon appareil a du mal à faire la mise au point là. Mais sur FLC et FLA ça rentre nickel parce que le bornier est assez grand. Et là ils ont remis leur merde de bornier tout petit là. Alors qu'à l'époque sur les Altivar 21 c'était beaucoup plus gros quoi. Donc là les câbles de la machine, moi je vais pas refaire tout le câblage du Lennox hein. Là je suis en dépannage. C'est à dire que ça c'est hors temps de travail, ça c'est pas facturé tout ça. Donc il va falloir que je fasse comme il a fait l'autre là, des trucs comme ça merdiques là. Putain je suis dégoûté quoi. Tu vois là, regarde, ça c'est une connectique de merde en Alex. Ça c'est de la grosse merde. Mais des fois t'as pas le choix de faire de la merde parce que t'es mis devant le fait accompli. Là il faut que j'accorde cette merde, il faut que je finisse avant midi en plus. Je vais être obligé. Je vais être obligé de faire de la merde. Voilà. Tout ça parce qu'au lieu de foutre des borniers comme ça, ils ont mis ces merdes toutes petites là. Comme si c'était pour les nouvelles machines, mais quand tu mets un Altivar 212, c'est parce que t'as un AT21 qui est mort, par exemple, en maintenance corrective. Voilà. Bah là ça va pas. Donc je vais voir ce que je peux faire. Donc là, comme tu peux le voir, je fais un échange entre guillemets standard de variateur de fréquence. Hein. Et là, on peut voir que donc je récupère les fils de la machine. Donc ça doit être du conducteur souple en 1,5 mm². Donc ils ont mis un sertissage justement pour pas que les petits bancs de cuivre que tu peux voir là sur la photo là partent en vrille. Parce que ça sert à ça le sertissage. Hein. Ça permet de bien maintenir les brins de cuivre qu'il y a dans le conducteur bien ensemble. Donc ça permet de faire une meilleure connectique, ce qui fait que quand tu le déraccordes d'un bornier, t'as pas tous les câbles qui partent en vrille. Malheureusement là, donc ça a été serti, mais par rapport à leur nouveau bornier, c'est trop petit. Ces borniers là, tu peux y mettre que du 1 mm². Et surtout que après on va le voir, je vais avoir des ponts à faire à un endroit. Et bien sûr, il existe des cosses spéciales, mais je ne les ai pas. Donc là, je constate que mon conducteur de ma PAC, je ne peux pas l'enfoncer, mais je dois le raccorder. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je fais ce qu'on a vu sur l'autre variateur de fréquence. Donc je dis variateur de fréquence, mais tu peux utiliser aussi le terme de convertisseur de fréquence ou variateur de vitesse. Voilà. Donc quand tu n'as pas serti ton conducteur, eh bien une grande partie va rentrer dans le trou du bornier, mais tu as toujours 2-3 brins qui vont se mettre en vrac. Donc ça c'est pas bon parce que le but de mettre un conducteur dans un bornier comme ça, le conducteur est isolé électriquement, le bornier est isolé électriquement. Mais si tu as un conducteur qui sort, ça ce n'est pas isolé électriquement, c'est du cuivre, c'est un potentiel actif. Donc on est sur de la commande, mais si ce potentiel là touche ici, bon ici c'est les entrées en 0,10 volts ou 420 mA du variateur de fréquence, mais ça peut me provoquer un petit court-circuit sur la commande ou une commande intempestive de marche par exemple. Donc ça électriquement c'est vraiment de la merde, faut être clair. Quand t'es électricien tu fais ça, tu peux pas te dire électricien. Il faut absolument utiliser les bonnes connectiques, il faut absolument utiliser les bonnes cosses, les bons embouts, ce genre de choses. Et là malheureusement, là où je suis, j'ai pas tout ce que je veux. Des fois tu peux avoir une mallette, et là je n'ai pas de mallette avec toutes les cosses, les embouts, etc. Des fois ça existe mais c'est du matériel collectif et malheureusement s'il n'y a pas un suivi derrière, ça part toujours en vrille. C'est-à-dire qu'il manque la moitié des cosses, des embouts, bon voilà c'est le gros bordel. C'est le problème du matériel collectif d'ailleurs. Donc là je refais plusieurs tentatives et à force j'arrive à bien le mettre. Mais ça me gonfle, ça me saoule, il faut vraiment utiliser les bons embouts pour faire une connectique propre. Ça il faut surtout pas faire ça parce que si tu es débutant, si tu es dans des entreprises, si un mec touche un peu en élec, il va se dire lui il fait de la merde. Parce que ça c'est vraiment de la merde hein, au niveau connectique électrique. Hein. Faut être clair. Donc là soit il me faut des embouts spéciaux. Tu vois, pour entrer dedans. Un peu comme celui que je suis en train de démonter ici là. C'est un embout qui est très fin. Alors, je sais pas si ça a été écrasé ou s'il est fait exprès. Sinon je prendrai un fil, un conducteur très fin et je mettrai un domino en attendant pour que ça reparte. Donc là ce qu'il m'aurait fallu c'est ce type d'embout là. On le voit là, j'ai deux conducteurs qui sont raccordés sur cet embout-là. Cet embout-là est serti et on peut voir qu'il est quand même assez fin. Alors je sais pas s'il a été travaillé. Je pense que il est d'origine comme ça, mais en tout cas il rentre dans les petits borniers de l'Altivar 212. Là on peut voir une autre photo de cet embout-là. Donc je l'ai pas encore cherché dans les catalogues, mais c'est ça qu'il aurait fallu pour faire le câblage de la commande.
Voilà, donc là ce qui est bien c'est que là je vois bien les numéros là, donc le 1 va avec WT3, le 3 va avec VT2 et l'autre donc ça va être le 2 va en UT1. Et là celui-là je le vois pas les numéros. Le taille du scotch. Même si ça c'est l'alimentation principale, en principe il n'y a pas de sens. Donc là j'ai vu que cet embout là il était super bien. Par contre faut que je fasse gaffe parce que quand je vais fermer là, faut que je le torde un petit peu parce que quand je vais fermer la porte, il faut que ça puisse fermer. Voilà. Donc cet embout là il est pas mal, il faut que j'en trouve un. S'il n'y en a pas, ben, je ferai la méthode un fil plus fin, un domino en attendant. Parce que ça j'en commanderai chez Rexel. Ouais, parce que là ça rentre pas en ces bornes de merde là. Putain, je comprends pas pourquoi ils mettent pas des borniers classiques là. Ça au moins avec ça tu peux mettre n'importe quoi dedans là. Là c'est vraiment trop fin, c'est trop petit quoi. Je sais même pas c'est quoi le diamètre de ce truc là. Donc là il me reste plus que ça à raccorder, après envoyer le jus. Donc là j'ai coupé le jus de la machine parce que par sécurité là. Mais là je sais pas si les cordons chauffants ils sont pas coupés là. Parce qu'il y a pas. Je sais pas où il est le disjoncteur des cordons chauffants là. Parce que moi j'ai laissé là par contre la puissance allumée ici là. Ouais. Bon mais ça va rester comme ça, ça va bien, je reviens, je finis le câblage et j'envoie le jus. Bon là, la solution que j'ai retenue pour le moment tant que j'ai pas les pièces, c'est mettre un domino ici, là c'est du 1 mm, et on voit qu'avec le 1 ça rentre nickel à l'intérieur, alors ça va être du 1,5. Là j'ai refait un pont en 1, c'est vrai que c'est propre là, ça rentre bien dedans. Par contre ces anciens câbles là c'est du 1,5 je pense et ça rentre pas. Donc là j'ai fait ça en attendant d'avoir cet embout là qui est pas mal, voilà. Sinon il faut refaire le câblage, mais bon, c'est pas ce qui est demandé. Donc voilà. Là je m'étais planté à la CC, je l'avais mis ici alors qu'il faut le mettre là. Je trouvais ça bizarre qu'il n'y ait pas de câble ici là. Et bien c'est bien ce que je pensais là, ici c'est pas raccordé. Donc là, ce que je veux montrer, c'est que l'on peut voir là j'ai deux conducteurs là qui sont pontés. Il faut que je le raccorde sur ce bornier là. Donc je vais devoir utiliser un domino parce que j'ai pas ce qu'il faut et il faut donc que je finisse le câblage pour pouvoir remettre sous tension les variateurs de fréquence pour pouvoir les paramétrer et après mettre en marche la pompe à chaleur. Donc là, on voit comment j'ai fait. Hein. Donc j'ai pris un domino. Bon après, tu peux utiliser des Wago pour conducteur souple. Là, j'ai pris un petit conducteur en 1 mm carré que j'ai trouvé et clac. Directement sur P24 et ici là on va directement sur F. Là on peut voir l'autre variateur de fréquence, donc celui qui est tout à fait à gauche RV1, donc lui de P24 on va à F, donc on voit que c'est pas tout à fait le même câblage. Il y a juste ici là il y a le CC, il y a les deux conducteurs CC, là j'ai mis un conducteur et là c'est ce que je disais tout à l'heure, ici il y a CC et ici il y a CC, donc là je l'ai mis sur cette borne là, ce qui n'est pas bon, je m'en suis rendu compte parce que j'ai comparé les câblages et variateurs de fréquence. Donc après ce conducteur là je l'ai débranché et je l'ai mis ici. Donc pour le débrancher avec un petit tournevis il faut appuyer dessus et tirer le conducteur, et pour le brancher ben c'est pareil, on appuie dessus là sur la partie jaune avec un tournevis, un petit tournevis, et on rentre le conducteur. Donc ce conducteur là va ici car j'avais repéré CC mais il y en a un en haut et un en bas, donc là je l'ai dépassé, je l'ai mis de ici à là. Et aussi donc sur ce variateur de fréquence là tu as des petites étiquettes, donc là j'ai mis l'étiquette en français: risque d'électrocution, d'explosion ou d'arc électrique, avant toute intervention couper l'alimentation, attendre 15 minutes. Car les variateurs de fréquence pour pouvoir fonctionner à l'intérieur il y a de très gros condensateurs, donc même quand tu coupes le jus, si le condensateur est chargé, si tu touches la puissance, tu peux prendre une très grosse décharge. Ça peut être extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'il faut attendre que ça décharge avant d'y mettre les mains. Mais bon, après, si t'es électricien, tu sais comment contrôler les parties électriques, s'il y a du potentiel ou pas, c'est-à-dire s'il y a une tension ou pas. Et après, le risque d'explosion, ouais, si le condensateur a un souci, oui, il peut exploser. Donc il faut se méfier quand même des variateurs de fréquence. C'est pour cela qu'au début de la vidéo, je mets mon casque d'électricien avec la visière. Donc après, je regarde quand même sur le schéma électrique là. Donc on voit que les trois variateurs, le câblage c'est exactement le même sauf pour le RV3. Ici là j'ai le reset qui passe sur l'automate là, donc ça c'est les sorties, on le voit là, il y a des électrovannes, quoi, il y a 24 voies, il y a les contacteurs moteurs. Donc ça c'est un reset sortie l'automate en J14. Et là on voit ici là il y a deux conducteurs CC VIA. Là c'est pareil, donc ça c'est le 0,10 volts qui arrive de l'automate, prise de J4 à voir. Et là par contre VIA-CC, par contre VIB, ça c'est la petite différence aussi là. VIB, je sais pas à quoi il sert. Sur le sur l'automate, sur le variateur de fréquence je veux dire. VIB là il est pas pris.
Là il est raccordé, VIB, à quoi il sert? Je sais pas. On voit qu'il va en J4, Y1, Y2, 590, voyons. On le voit aussi la J4, Y1, ça va sur J4, donc ça c'est les sorties en 0,10 volts. Donc là on les voit, les sorties en 0,10 volts. Donc Y1, Y2, 580, 590. 580, 590. Là, ça veut dire que ce variateur là, le RV2, il est capable de prendre les deux sorties en 0,10 volts. C'est ça que je vois là. 580, 590. Là on a le 580, donc c'est le RV1. Et là on a le 590, c'est le RV2. Et lui il prend les deux 0,10 volts. Alors peut-être qu'il fait une moyenne, je sais pas. Donc ok. Donc ça veut dire que la configuration de ce variateur de fréquence là sera différente de celui-là et de celui-là. Donc celui-là, il est fonctionnel, c'est celui-là. Donc le paramètre qui est sur celui-là, je vais pouvoir mettre les mêmes sur celui-là. Alors avant d'aller plus loin, je vais expliquer 2-3 choses sur le schéma électrique du câblage des 3 variateurs de fréquence. Car on le verra plus tard dans la vidéo, à un moment donné je dis des choses et ce sont des erreurs. C'est toujours plus facile de regarder un schéma électrique à tête opposée au chaud que sur le terrain l'hiver par 2-3 degrés à l'extérieur. Donc les variateurs que j'ai changés, c'est le RV3 et le RV1. Donc là, vite fait, bon, la puissance, on arrive sur un GV2, on rentre en L1, L2, L3, et après on sort en UVW et on va sur un moteur de ventilateur, donc qui est sur la batterie extérieure de la pompe à chaleur, qui est en été le condenseur et en hiver, si elle est réversible, l'évaporateur. On voit que ces deux moteurs sont en parallèle parce que ce sont des ventilateurs. Donc deux moteurs triphasés et l'ensemble consomme 9 ampères en gros. Donc là on voit qu'il y a les bornes FLA, FLC. Donc on le verra plus tard sur le paramétrage. Mais ça c'est lorsque le variateur est en défaut, ce contact s'ouvre. Lorsqu'il n'est pas en défaut, ce contact est fermé, il est passant. Donc là on voit que c'est une chaîne de sécurité parce que l'on voit là le FR35 et le FR40, on voit le symbole du relais thermique et on voit aussi QF33. Donc QF33 il est ici. Alors je vois pas pourquoi ils ont mis ça, mais bon, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que si tu coupes l'alimentation du GV2, ça ouvre ce contact là, mais comme le GV2 est ouvert, le variateur n'est pas alimenté. S'il n'est pas alimenté, ce contact doit être ouvert. Comme on a vu, ce contact là il sert à rien, mais bon, il y est sur le schéma électrique de la pompe à chaleur. Donc on voit que, bon pareil, le sens des flèches est mauvais. Donc là on doit arriver théoriquement d'ici, le courant arrive ici, ce contact là est passant, on passe ici, ces deux contacts là doivent être passants, on passe ici. On passe dans le variateur de fréquence, s'il n'est pas en défaut, le contact est passant, on passe ici et on revoit sur automate. C'est pour ça sur les schémas électriques, il faut se méfier comme de la peste des sens, des flèches, parce que là c'est faux. Donc FR35, FR40, dans la vidéo à un moment donné, je dirais que c'est les GV2 des deux autres variateurs de fréquence, ce qui est faux. Donc FR35, FR40, ce sont les hypsothermes des ventilateurs. On le verra dans d'autres vidéos, mais j'ai changé un de ces ventilateurs. Donc l'hypsotherme, on le voit, il est ici. L'hypsotherme, c'est si le moteur atteint une température au niveau des bobinages trop élevée, ça s'ouvre et c'est censé, donc quoi c'est censé, ça va ouvrir la chaîne de sécurité. C'est censé protéger le moteur, mais dans la réalité, ça sert strictement à rien sur ce type d'application-là. Car les ventilateurs des pompes à chaleur, les gros, leur gros souci, ça va être les roulements qui vont lâcher. Et quand un roulement lâche, on le verra dans d'autres vidéos, le variateur de fréquence le détecte de plusieurs manières. Et une de ces manières, c'est que lorsqu'un roulement est défectueux, le moteur va consommer plus d'intensité. Et comme c'est un variateur de fréquence qui est limité à 4 kW, donc 9 ampères, eh bien on va dépasser les 9 ampères et il va se mettre en défaut. Donc c'est pour ça que je dis que les deux hypsothermes des deux ventilateurs servent à rien. Parce qu'à chaque fois, quand il y a un problème avec un ventilateur, c'est toujours un problème de surintensité. Et si jamais il y a un défaut d'isolement, le variateur de fréquence, lorsqu'il se met en marche, il contrôle les enroulements du moteur. Donc si c'est en court-circuit, il démarrera pas. Car c'est quand même, un variateur de fréquence, c'est quand même quelque chose d'assez sophistiqué comme machine, comme appareil. Donc là, on a vu FLA, FLC, donc c'est la chaîne de sécurité. Là, on va voir les entrées. Donc là, on a le CC, donc ça doit être le 0 volt. Et VIA, VIB, ce sont des entrées analogiques en 0,10 volts. Elles sont paramétrables en 420 mA. Comme c'est du matériel industriel, on peut faire beaucoup de choses avec ces choses-là. On peut y mettre, si on veut, un potentiomètre pour contrôler la vitesse de rotation des ventilateurs. Et ici en F, on a la marche forcée. Donc le P24 va être un potentiel plus 5 volts ou plus 24 volts. Et le RES, c'est une entrée numérique, comme l'Arduino.
et ça veut dire réinitialisation de défaut détecté. C'est le paramètre F113 que l'on verra après, page 90 de la documentation, qui peut prendre une page de réglage de 0 à 73. Donc ce que je vais montrer là, c'est déjà, on voit que la chaîne de sécurité va en J5 ID6. Donc J5 c'est la branche 5 de l'automate Lennox, ID6 c'est Input Digital 6. Donc en français, c'est entrée numérique 6. C'est du tout ou rien. Donc là, je suis sur le bon folio. ID6, donc c'est une entrée numérique. Et on voit qu'il y a marqué C2 fan fault. Donc s'il y a un défaut sur la ventilation, les ventilateurs qu'il y a sur la pompe à chaleur, l'automate, eh bien, la chaîne de sécurité va s'ouvrir. Donc l'automate le sait et il va mettre un défaut sur la pocket. Il va arrêter tous les compresseurs. Cette machine-là, bataille pas, elle coupe tout. Donc ça c'est pour le 550 et le 7. D'ailleurs je me suis trompé, le 550, donc on voit que là le C1 et C2 Commode Fat Fault, il va en ID11 et c'est le 550. Là on avait le 530 et ici on a le 510, C1 Fan Fault. Donc le 510 c'est bien le RV1, le 510, bon là il a marqué C1 mais c'est ici en ID3. Le 530 c'est RV2, le 530 c'est RV2, il est en ID6 et le 550 du RV3, il est en ID11, J7. Alors qu'ici il marque J5 ID6, donc là on voit aussi qu'il y a une erreur sur le schéma électrique Lennox. Là on le voit là, JD5 ID6, JD5 ID6. Alors que c'est pas les mêmes conducteurs, donc c'est pareil, schéma électrique, il faut s'en méfier, il y a des erreurs. Erreur de flèche, erreur de renvoi, bon ça c'est un classique. Donc ici là, VIA, CC, VIB, ce sont les entrées analogiques du variateur de fréquence. Donc en J4, Y1, Y2, BM50, on doit avoir les sorties analogiques de l'automate. Donc là on a bien Y1, Y2, donc 580, 590. Donc là il y a marqué sortie analogique, donc ici c'est du 0,10 volts, hein, c'est pas du 80 mA. D'ailleurs j'ai pas contrôlé mais le 80 mA c'est pour des machines supérieures, on va dire ça comme ça. Donc RV1 et RV3, donc c'est le 580, c'est la sortie analogique Y1 0,10 volts, et RV2 et RV3 c'est le 590 et c'est la sortie analogique Y2. Donc on voit que Y1 contrôle les deux ventilateurs du RV1, on voit que Y2 contrôle les deux ventilateurs du RV2 et on voit que le RV3, donc qui contrôle lui aussi deux ventilateurs, on peut y mettre soit l'entrée analogique Y1 ou Y2, voire les deux en même temps. Donc ça après on verra plus tard comment ça marche. Mais là on est sûr d'une chose, c'est que le paramétrage du RV3 sera différent du RV1 et du RV2. Et les paramétrages du RV1 et du RV2 seront identiques sur le variateur de fréquence. Et donc ce qu'il nous manque à voir, c'est cette partie-là. La borne AF chez Altivar, c'est pour donner l'ordre de marche au variateur de fréquence, pour qu'il passe en run. Donc là on voit que le P24 il sort ici, on va directement ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'automate ne donne pas l'ordre de marche. L'ordre de marche est en permanence dès la mise sous tension de la machine. Par contre, vu que ce sont les entrées analogiques qui contrôlent la vitesse, on sera à 0 Hz la mise sous tension de la machine. Et là on voit une subtilité, on voit que le P24 il sort ici du variateur de fréquence, il va en J14 N07 et il revient en RES qui est la borne du reset du variateur RV3. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le RV2 et le RV1 il n'y a pas de reset automatique. Donc là on est en J14, il doit y avoir un commun ici, là. Comme je dis, les flèches sont bidons, il y a un contact NO parce qu'ici on est sur des sorties tout ou rien et on revient vers le variateur de fréquence. Après comment ça fonctionne au niveau de l'automate, sur la documentation je n'ai pas vu, il faut que je me renseigne, qu'est-ce qui donne le reset. Peut-être en acquittant sur la cloche, ça reset le variateur. Mais bon, moi, avec mon problème sur le RV3, le défaut OL1, je l'avais tout le temps. Donc là on a vu le schéma de câblage réel sur cette machine. Donc là maintenant j'ai envoyé le jus juste sur les variateurs de fréquence et je mets mon petit casque à visière. Bon, j'ai éteint les compresseurs pour pas que la machine parte, donc là j'en mets un. Donc là il me dit hello, super, donc lui il a 0 Hz. Là j'en mets un deuxième. Lui il me dit hello, lui il a 0 Hz. Et là je vais en mettre un troisième. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. D'ailleurs j'ai pas mis le transfo de commande. Ok, là c'est parti. Ok. Donc là maintenant ça devrait pas partir parce que les compresseurs sont éteints, donc ça va le mettre en défaut. Donc là on peut voir qu'il demande run, run et run. Les cavaliers j'ai contrôlé, tout est bon. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à essayer de mettre les paramètres. Avant de fermer, j'ai contrôlé que j'ai bien le jus là en entrée là. En principe c'est bon, mais je vais m'assurer que j'ai bien les trois phases.
Alors, dans un premier temps, pour faire le paramétrage, j'ai pris la petite documentation qui était vendue avec le variateur de fréquence, ce que Schneider appelle le Quick Start. Donc, j'ai pris le papier Quick Start, j'ai été sur le variateur qui fonctionnait, donc celui-là qui était tout à fait à droite, et j'ai relevé tous les paramètres que me demandait le Quick Start. Et donc là, je vais rentrer les paramètres du Quick Start dans le variateur du milieu. On va voir que ça sera pas suffisant, mais je découvre. Le Quick Start, ça veut dire démarrage rapide. Donc là, on peut voir la documentation là, du démarrage rapide de la TV212, ça tient sur 4 pages, donc tu peux voir ce qu'il y a dessus, donc les prescriptions là pour le montage. Après on a les bases du câblage, donc le branchement du variateur à l'alimentation. Après on peut aussi faire donc les différents types de câblage au niveau de la commande. Et donc après on arrive sur les premiers paramètres. Et donc là, c'est les paramètres essentiels, donc réglage des paramètres du moteur. Après, donc la suite, après définition des paramètres de base, définition des paramètres de contrôle. Et donc ça, c'est la structure des menus. Mode de marche, mode de programmation, mode de surveillance, le sous-menu, menu rapide. Après, on a le sous-menu paramètres utilisateur, paramètres étendus, le menu entrée et sortie, ce qu'ils appellent le menu scroll, le menu moteur PM, menu communication. Donc ça, c'est une partie de ce qu'il y a dans le variateur. Mais après, il y a dans la documentation étendue tous les paramètres ainsi que toutes les variables accessibles et les arguments que l'on peut mettre dans les variables. Mais ça, on le verra après. Ça. Donc là, sur la doc, bon ça je m'en doutais là, il conseille, quoi, il conseille. Je savais que j'allais partir à The Hertz, mais il conseille d'ouvrir ça là, de le laisser ouvert là. Faire le laisser ouvert pour pas qu'on est sur le mode run. Parce que je peux pas faire stop. Je peux pas faire stop. Donc là je fais le réglage des paramètres moteur. Donc là je suis la doc. Donc là ici là on a tous les paramètres accessibles sur le variateur de fréquence. Donc il y en a quelques-uns. Donc là j'ai pas accès au PC. Là je voulais avoir le PC mais il est pas disponible. Donc celui-là quand il marchait, qu'est-ce que je fais? Donc je suis là, menu rapide. Donc je vais faire PT, UL, etc. Et je prends les valeurs que j'ai sur ce variateur là. Donc en réalité c'est les valeurs du moteur, hein. Donc PT 0 volt. Donc là je clique sur là je suis ici là. Donc je clique sur mode. Donc AUF, je clique sur entrée. Ah non, c'est pas ça que je veux. AUF, menu rapide, entrée, donc AU1, AUF, voilà. Là c'est tous les modes, voilà, moi ce que je sais péter là. Je commence à péter pour je sais pas quoi. Donc là j'ai 0, donc j'ai bien 0 ici, c'est ce que j'ai relevé. En usine c'est 1, mais ça c'est celui-là qui a déjà été réglé, donc je fais entrer. Après j'ai UB je l'ai pas. J'ai THR je l'ai pas. Ah si, il est là, THR. Ouais non mais ça c'est pas celui-là que je voulais moi, c'était c'est le réglage des paramètres moteurs. Mais bon. Là j'ai THR, j'ai 910. Ça c'est THR, c'est le niveau de protection au moteur OLM. Bon voilà. En gros là on a accès aux paramètres principaux du variateur de fréquence. Donc maintenant je vais rentrer dans celui-là. Là. Je vais essayer en me tapant les 180 pages de la documentation Schneider là. Donc tu vois ça c'est tous les codes qu'il y a sur le régulateur. Donc à force de me faire la doc, tu vois le problème sur un variateur, tu as plusieurs centaines de paramètres et il n'y a que quelques paramètres qui ont été modifiés. Le problème c'est savoir quel est le paramètre qui a été modifié. Si tu dois comparer 300 variables, 300 paramètres au réglage d'usine, tu peux y passer la semaine. Donc là Schneider a fait un mode qui est le mode, donc je vais cliquer sur mode,
qui est le mode GRU. Quand tu cliques sur GRU, tu accèdes à tous les paramètres qui sont différents des réglages d'usine. C'est-à-dire que la valeur a été modifiée, la variable a été modifiée. Donc AU1 0, ACC 1, DEC 1, PT 0. Donc tout ça, ça veut dire des trucs. Hein. F113 38. Le paramètre F300 a été mis sur 6. Le paramètre F700 a été mis sur 1. Le paramètre F730 a été mis sur 1. Le paramètre F732 a été mis sur 1. Le paramètre F735 a été mis sur 1. Ouais, je crois, bon, je me souviens plus, c'est pas grave. Donc tout ça, ça correspond à ce câblage là. Donc tous ces paramètres là, je les ai mis dans celui-là. D'accord. Donc la grosse difficulté après, c'est de savoir, par exemple, si tu veux modifier le paramètre F732 là, et c'est de trouver dans quel menu il faut aller. Donc tu as paramètres, là tu as les grands menus là. Paramètres utilisateur, menu paramètres étendu, menu entrée-sortie, menu sous-menu scroll, là, je sais pas ce que c'est ça, et menu moteur PM. Donc pour accéder à toutes les variables d'un coup, tu vas sur menu paramètres étendus sur le F. Comme ça, je montrerai ultérieurement. Donc là, le problème qu'il y a, c'est que lui, là, la différence, c'est que j'ai le câblage donc de VIB et VIA. Alors que sur les autres, j'ai que VIA. Ah, je vais l'ouvrir. Je commence à être fatigué là. Ouais, VIA. Là, j'ai que VIA. Là, il y a le jeu facture. Là, il n'y a que VIA. Mais là, il y a VIA, VIB. Donc le problème qu'il y a, c'est que le vieux régulateur, même s'il était en défaut OL1, en principe il fonctionne. Il fonctionne, je dois pouvoir accéder au menu. Je sais pas, je vais essayer, j'ai pas essayé. Mais comme j'ai le menu, si j'avais accédé au menu GRU, en 1 minute j'aurai accès à tous les paramètres qui ont été modifiés sur ce variateur là. Parce que moi je peux mettre les paramètres qu'il y a ici dans celui-là, mais le problème c'est la VIB, je sais pas comment. C'est une entrée, hein. Quoi, c'est une entrée, oui c'est ça, c'est une entrée, on peut en faire du 0,10, du 4,20, mais on peut faire plein de trucs avec ces entrées. Tout est configurable sur cette machine là. Donc voilà. Je vais essayer, je vais foutre le 400 et je vais voir si j'arrive à choper le menu GRU. Donc là je vais raccorder, j'ai raccordé le tri, je ferme ça, je vais mettre mon casque électrique là avec la visière, on sait jamais si ça pète. Et là je mets le jus. Et voilà. Donc il a toujours son petit défaut OL1. Et ça je m'en tape moi. Et voilà. Putain, je vais accéder à tous mes paramètres. Là on peut voir les paramètres. Ah, la F303 je l'avais pas. Le 602 je l'avais pas. Lui je l'avais. Ok, donc moi je le savais pas, tu vois, là je fais l'auto-formation là, bon c'est comme ça que t'apprends aussi, hein, mais ça peut être très dur, faut vraiment être comment je veux dire ça, persistant quoi. Donc comme quoi un régulateur faut jamais le balancer, hein. Tant que t'as pas pris les paramètres, ça il faut le savoir, hein. En tout cas sur Schneider, en tout cas c'est vrai que comme ça le paramétrage du régulateur ça peut se faire en 5 minutes quand tu le sais. Là ça fait 2 heures que je suis dessus, et maintenant que je le sais, la prochaine fois je ferai ça en 2-2. Donc là je vais mettre ces paramètres là dans mon petit cahier et après je le rentre sur l'autre. Alors avant d'aller plus loin, je vais expliquer les paramètres que j'ai relevés sur ce variateur de fréquence. Donc le RV3, donc ce variateur fonctionnait avant qu'il y ait le défaut OL1. Donc voilà ce que j'ai trouvé sur le variateur. Donc pour accéder aux paramètres qui ont été modifiés sur l'ancien variateur, donc un paramètre modifié, c'est un paramètre qui est différent du réglage usine. Il faut aller dans le sous-menu GRU. Donc ce sous-menu GRU affiche tous les paramètres qui ont été modifiés par rapport à leur réglage d'usine.
Donc c'est très important. Et donc en faisant ça, je constate que j'ai tous ces paramètres qui ont été modifiés. Il y a 11 paramètres, sachant que ces paramètres-là, vu l'âge de la machine, c'est pas forcément les paramètres d'origine qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pas forcément les paramètres du constructeur. Mais bon, comme ça marchait avant, je relève donc tous ces paramètres. Donc le premier paramètre c'est AU1. Donc c'est la rampe auto, adaptation automatique de la rampe accélération, décélération qui est réglée sur 0. Donc ça c'est pour mettre une rampe pour l'accélération ou la décélération des ventilateurs. Donc une rampe c'est par exemple, je passe de 0 à 50 Hz en 60 secondes. Ici le réglage est sur 0 et ça signifie que cette fonction est désactivée. Alors qu'en réglage d'usine elle est sur 1. Donc je ne mets pas de rampe. Après j'ai la variable PT, sélection mode, compte, mode. Donc c'est le mode de commande du moteur qui est sur 0. Donc volt sur Hertz constant. Donc ça c'est, je crois que c'est une histoire de couple. Donc pour des charges qui requièrent le même couple à vitesse faible et à vitesse nominale. Après j'ai le paramètre THR. Donc c'est la protection thermique moteur, réglage de la surcharge du courant nominal du moteur en ampères si F701 est égal à 1. Ça veut dire qu'on peut aussi afficher la charge en pourcentage. Donc là, elle était réglée sur 9, qui veut dire 9 ampères. J'ai deux moteurs triphasés, on les verra plus tard. Ça correspond. Après, j'ai le paramètre F113. Donc c'est l'affectation LI-RES. Donc sélection entrée bornier 3 RES. Donc on l'avait vu précédemment. Donc pour moi, c'est le reset, qui a une valeur de 38. Donc source aux fréquences, commutation de source de la consigne de fréquence. Donc on a deux cas off-on. Off, le variateur suit la consigne de vitesse réglée par le paramètre, donc sélection référence fréquence F-mode. On, le variateur suit la consigne de vitesse réglée par le paramètre référence vitesse 2 distante, donc c'est le F207. S'il est supérieur à référence vitesse auto manu, donc F200 égale 1. Donc c'est pas très clair, mais le F-mode, c'est le canal de consigne de vitesse primaire du mode distant. En réglage d'usine, il est sur 1 et sa source de référence, c'est l'entrée numérique VIA que l'on a raccordé. À noter que sur ces paramètres-là, il n'y a rien sur VIB. Alors peut-être que c'est un réglage d'usine. Donc après, on a le F300, donc fréquence commutation. Donc c'est le seuil de fréquence de commutation qui est réglé sur 6. Donc c'est 6 kHz. L'augmentation de la fréquence de commutation peut réduire le bruit du moteur. L'augmentation de la fréquence de commutation augmente la chaleur dissipée par le variateur. En réglage d'usine, il était à 12 kHz. Un moteur sur variateur de fréquence, ça fait du bruit. Bruit électrique et puis un bruit particulier aussi au niveau du moteur. Donc le F303, c'est le nombre de réarmement. Donc il était réglé sur 3. Donc c'est le nombre de tentatives de réinitialisation. Donc s'il y a un défaut, il va vouloir se réarmer 3 fois. Sauf qu'avec le défaut que moi j'avais sur ce variateur là, il ne se réarmait pas du tout. Donc après on a le F602, donc c'est mémoire défaut variateur qui est sur 1. Donc ça veut dire maintenu, le défaut est maintenu. Ça veut dire que si le paramètre F602 est réglé sur 1 et que le variateur est mis sous tension après un défaut détecté, car lorsque l'on a un défaut sur un variateur, si on le coupe une trentaine de secondes, lorsqu'on remet le variateur sous tension, le défaut doit disparaître. En tout cas lorsque la marche du moteur n'est pas demandée. Donc si la cause du défaut détecté a été éliminée, le variateur se réinitialise et peut être démarré. Les informations relatives au défaut détecté qui vient d'être supprimé sont transférées vers l'historique des défauts détectés. Si la cause du défaut détecté n'a pas été éliminée, le défaut détecté d'origine et toutes les données opérationnelles correspondantes apparaissent comme le défaut détecté actuel en mode de surveillance. Les informations relatives au quatrième défaut détecté le plus récent sont maintenues dans l'historique des défauts détectés. La réinitialisation automatique est désactivée. Donc à un moment donné, j'ai soupçonné que le paramètre F602 faisait que j'avais le défaut L1 qui restait affiché en permanence. Mais bon, ils écrivaient bien que si on coupe le jus assez longtemps, tous les défauts, si bien sûr ils ont réellement disparu, ne sont plus présents. Donc après on a le F700, verrouillage paramètre. Donc si tu le mets à 1, seul le paramètre F700 peut être modifié. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que celui-là, il faut le régler en dernier. Et on va le voir dans la vidéo, à un moment donné, je mets le F700 sur 1 et comme un con, j'essaye de passer le F730, le F732 et le F735. J'essaie de modifier donc les variables, mais je n'y arrive pas. Et j'ai compris plus tard chez moi, mais je ne pouvais pas le faire parce que justement le F700, son but c'est de verrouiller tous les paramètres du variateur sauf celui-là. Donc celui-là il est critique, celui-là il a réglé en dernier. Sinon tu peux plus rien régler. Donc après on a le F730, alors plus ou moins référence IHM, donc il est sur 1. Le réglage du paramètre F730 détermine s'il est possible de régler la vitesse du variateur à l'aide du terminal intégré en mode local. 1 égale interdit, donc ça veut dire que tu peux modifier la vitesse sur les boutons du variateur de fréquence. C'est ce qu'ils appellent l'IHM, c'est l'interface homme-machine. Donc là c'est interdit. Après on a le paramètre F732 lock, donc local remote IHM, qui est sur 1. Donc utilisez le paramètre F732 pour activer ou désactiver la touche local remote du terminal intégré du variateur. Si la touche local remote est
désactivé, la commutation entre le mode local et distant peut être effectuée avec les paramètres Fmode et Cmode. Donc ça veut dire que le bouton qu'il y a sur le variateur de fréquence est désactivé, c'est ça que ça veut dire. Et après on a le F735, reset bouton IHM, donc ça c'est pareil, c'est le bouton reset up qu'il y a sur l'interface du variateur qui est sur 0. Donc le réglage du paramètre reset bouton IHM F735 détermine s'il est possible de supprimer un défaut détecté sur le variateur à l'aide de la touche stop du terminal intégré. Donc 0 égale autorisé, alors que sur les autres il était sur 1, c'est-à-dire sur le variateur de droite. Et j'ai rajouté réinitialisation des défauts détectés au niveau du variateur en mode distant. Il est impossible de supprimer un défaut détecté au niveau du variateur si la cause du défaut persiste, donc ça c'est logique. Avec les bornes d'entrée logique, utilisez les bornes d'entrée logique F, R, RES ou VIA pour réinitialiser un défaut détecté si le paramètre Cmode est réglé sur 0. Donc les entrées tout ou rien, les entrées numériques peuvent être paramétrées pour par exemple le F. Bon, en paramétrage d'usine, c'est la marche du moteur, mais on peut en faire un reset si on veut. Le bouton stop permet de supprimer un défaut détecté au niveau du variateur si le paramètre Cmode est réglé sur 1. Appuyez sur la touche stop. S'il est possible de réinitialiser le variateur, le code CLR s'affiche. Appuyez une deuxième fois sur la touche stop pour supprimer le défaut détecté. Si le problème à l'origine du défaut persiste, le code CLR n'apparaît pas. Identifiez et supprimez le défaut détecté avant d'essayer de réinitialiser le variateur. La touche stop peut être réglée pour supprimer un défaut détecté par l'intermédiaire du paramètre reset bouton IHM F735. Donc là j'ai récupéré tous les paramètres de l'ancien régulateur RV3 qui ont été modifiés par rapport aux paramètres usine et maintenant je vais pouvoir les rentrer dans le nouveau variateur de fréquence. Quand je regarde tout ça, j'ai juste un doute sur le VIB, la manière dont il est paramétré. Peut-être qu'en réglage d'usine, VIB fonctionne. Voilà. Donc là, pour que les choses soient plus lisibles, j'ai rajouté la page qui montre l'interface du variateur de fréquence. Donc ils appellent ça un terminal intégré. Donc ici, là, tu as le voyant run. S'allume lorsqu'une commande de marche est appliquée au variateur. Donc on avait pu voir sur le schéma électrique qu'il y avait un pont direct entre P24 et la broche F. Donc ça met en run direct. Donc ça veut dire qu'il faut débrancher ce fil pour que le run disparaisse pour pouvoir configurer par exemple les entrées du variateur de fréquence. Donc après on a le voyant PRG qui est ici. Donc là on est en mode programmation. S'allume lorsque le mode de programmation est actif. Clignote en mode AUF et GRU. Ici, là, on a le voyant MON. S'allume lorsque le mode de surveillance est actif. Clignote en mode d'affichage de l'historique des défauts détectés. Donc le mode de surveillance, c'est lorsque l'on veut voir en temps réel. Par exemple, lorsque le moteur fonctionne, quelle est son intensité consommée, quelle est la tension actuellement en sortie du variateur, ou en tout cas en entrée du variateur, etc. Donc ici, là, en 4, on a l'afficheur 4 chiffres, 7 segments. Donc ça, c'est pas du LCD, hein, je pense pas. En 5, pourcentage Hertz. On a le voyant pourcentage s'allume lorsque la valeur numérique affichée est en pourcentage. Et le voyant HZ, Hertz, s'allume lorsque la valeur numérique affichée est en Hertz. Donc après, on a les touches haut et bas. Donc 6. Donc selon le mode, vous pouvez utiliser ces touches pour naviguer entre les menus, modifier une valeur, modifier la consigne de vitesse lorsque le voyant haut-bas 7 est allumé. Donc lorsque ce petit voyant est allumé, on peut modifier la fréquence de sortie du variateur de vitesse, de fréquence, pendant que le moteur tourne. Donc ça, c'est quand on est en mode manuel, en mode local. Donc 7, ici, le petit voyant là, s'allume lorsque les flèches de navigation contrôlent la consigne de vitesse. Après, on a le 8 ici, là. Donc c'est le voyant local remote. S'allume lorsque le mode local est sélectionné. Donc un bouton très important, c'est le bouton 9, le mode. Appuyez sur ces touches pour sélectionner le mode du terminal intégré. Donc mode de marche, mode par défaut lors de la mise sous tension. Mode de programmation, mode de surveillance permet également de revenir au menu précédent. En 10, ici là, le bouton local remote. Bascule entre les modes local et distant. En 11, le petit bouton entrée. Appuyez sur ces touches pour afficher la valeur d'un paramètre ou pour enregistrer une valeur modifiée. En 12, le 12 est ici là, le voyant run. S'allume lorsque vous appuyez sur la touche run, marche moteur. Donc en 13, le bouton run. Appuyez sur ces touches lorsque le voyant run est allumé pour démarrer le variateur. Donc ça, c'est quand on est en mode local. Et si les touches, bien sûr, sont activées, car on a vu qu'il y a des paramètres pour désactiver les touches de l'IHM. Et en 14, le bouton stop reset. Touche stop reset, arrêt, réinitialisation. En mode local, appuyez sur la touche stop pour arrêter le variateur en fonction du réglage du paramètre mode arrêt, moteur local. Donc c'est le F721. En mode distant, appuyez sur la touche stop pour arrêter le variateur en fonction du réglage du paramètre mode arrêt def extérieur. Donc c'est le F603. La lettre E clignote sur l'afficheur lorsqu'on appuie sur le bouton stop. Si le paramètre reset bouton IHM F735 est défini sur 0 et que vous appuyez 2 fois sur la touche stop, le variateur est réinitialisé si la condition de défaut détectée a été supprimée. Donc voilà, donc si tu veux faire un reset, tu cliques 2 fois sur stop. Donc voilà pour ça.
Je vais remettre une couche là parce que j'ai trouvé ça dans la documentation, la réinitialisation du défaut détecté. Très important. En cas de défaut détecté non réinitialisable, c'était mon cas. Débranchez toutes les sources d'alimentation, y compris l'alimentation contrôle externe. Assurez-vous que tous les points de coupure restent en position ouverte. Attendez 15 minutes pour permettre au condensateur du bus DC de se décharger. Les voyants du variateur ne sont pas des indicateurs d'absence de tension du bus DC. En 4, mesurez la tension du bus DC entre les bornes PA+ et PC- pour vérifier que la tension est inférieure à 42 volts DC. Donc ça, sur le variateur de fréquence, lorsque j'ai câblé, à un moment donné, il y avait une étiquette en bas à gauche où il y avait marqué DC. Donc ça doit être ici, à ce niveau-là. En 5, si les condensateurs de bus DC ne se déchargent pas complètement, contactez votre représentant local, Schneider Electric. Ne réparez pas et ne faites pas fonctionner le variateur. Trouvez et corrigez le défaut détecté. Rétablissez l'alimentation du variateur pour vérifier que le défaut détecté a été corrigé. Donc, on a une information intéressante. Lorsqu'une fonction de surcharge OL1 ou OL2 est active, donc moi j'avais OL1, vous ne pouvez pas réinitialiser le variateur en entrant un signal de réinitialisation provenant d'un périphérique externe, ni en appuyant sur la touche stop du terminal si le temps de refroidissement calculé n'est pas écoulé. Le temps de refroidissement calculé, donc pour OL1 c'est 30 secondes après l'apparition du défaut détecté, et OL2 c'est 120 secondes après l'apparition du défaut détecté. Donc c'est là on voit que c'est très intéressant, donc je pense que mon variateur est vraiment mort, car ils indiquent bien que après 30 secondes, le défaut OL1 doit disparaître, car le variateur est à l'arrêt, et donc il a le temps de refroidir. Donc bien sûr, il y a toujours des avertissements dans les docs sur les variateurs, parce que ça peut être dangereux. Risque d'endommagement du moteur. Une réinitialisation répétée de l'état thermique après une surcharge thermique peut entraîner une contrainte thermique sur le moteur. Lorsqu'un défaut se produit, recherchez rapidement d'éventuels problèmes sur le moteur et l'équipement entraîné, un arbre bloqué ou une surcharge mécanique, par exemple. À noter qu'une surcharge mécanique, ça peut être un roulement défectueux, et ça on le verra bientôt, car sur les ventilateurs, des pompes à chaleur ou des groupes d'eau glacée, c'est traître avant de redémarrer. Recherchez également d'éventuelles conditions normales dans l'alimentation électrique du moteur, une perte ou un déséquilibre de phase par exemple. Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. À noter, j'ai un collègue qui m'a raconté qu'une fois sur une pompe à chaleur, une phase a été perdue sur le disjoncteur qui est au TGBT, donc le disjoncteur avait un défaut, et le fait de perdre une phase alors que la machine était en fonctionnement, ça a flingué le variateur de fréquence. Voilà pour la petite anecdote. Donc maintenant que j'ai les paramètres, je vais pouvoir les rentrer là-dedans. Donc là, c'est bien raccordé, je contrôle bien. Ça me fait chier de mettre ces 2000 ohms, j'ai pas le choix, je sais pas ce qu'il faut. Ok, donc tout est bon. Allez, j'envoie le jus. Voilà, hello, how are you? Donc là c'est bon. Là lui je suis obligé de le débrancher, ou sinon je pourrais pas modifier certains paramètres. Donc comment ça se passe? Donc là je vais prendre les paramètres étendus, je pense. Donc je fais mode F, entrée. Ouais, non, ça c'est tous les paramètres. Ok, ben, je vais commencer par les paramètres. Donc je vais commencer par le paramètre 113. Parce qu'après c'est les paramètres moteurs ça. Donc là je sélectionne 113. 113 est sur 38. Je mets sur 38. Donc ça veut dire quelque chose hein, dans la doc. Là je l'ai lu là. De tête je m'en souviens plus. Mais ça veut dire un truc. F113 38. C'est bon, je continue. F300. F300. Il y en a des paramètres. Voilà, F300, entrée, je mets sur 6, c'est une histoire de découpage celui-là, je m'en souviens. Là. 6 kHz, donc je sais pas si ça fait un truc, mais il était sur 6 sur l'Altivar 21, on verra bien. On verra bien ce que ça fait. Altivar 21, Altivar 212, c'est pas la même chose, on verra. A300, F303, 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 il est sur 3, ça c'est les nouveaux paramètres ça. F303, il est bien sur 3. Après, c'est F602. 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 F602, il est sur 1. Ok. Après, c'est F700. F700. Ok, F700 il est sur 1, c'est bon. Et après je vais sur F730. F730, je le mets sur 1. Alors F730, je peux pas le mettre sur 1. C'est bizarre ça. F732, il faut le mettre sur 1. F732, je peux pas.
Comme ça je peux pas. Et F735. Je peux pas non plus. C'est bizarre ça. Bon, alors c'est peut-être parce que j'ai pas réglé ces paramètres là. AU1. Donc c'est peut-être ça, ouais. Alors attends, hop, AUF, ok. Donc AU1, je le mets sur 0. C'est bon. ACC, ça c'est marrant, il est sur 1, c'est bon. DEC, ben, il était sur un sur l'autre, c'est bon. LL, ça j'y touche pas. UL, j'y touche pas. THR, ça j'y touche. THR, c'est le thermique, ça. THR, il est à 9, 9, 10, bon ça j'y touche pas. Donc c'est bon. FM, j'y touche pas. Ça j'y touche pas. PT0. C'est marrant, il me semblait que j'y avais touché. Bon, donc les F730, F732, F735, ce sont par exemple le F730 c'est pour bouger la vitesse du variateur en fonctionnement ici là. C'est pour désactiver l'IHM et là je peux pas le faire, je sais pas pourquoi. Et ça c'est important de le faire ça. Parce que des fois quand on connaît pas trop on touche un peu sur tous les boutons et on peut foutre le gros bordel. Donc celui-là c'est désactivé, mais celui-là ça marche pas. Donc celui-là c'est désactivé, mais celui-là non. Donc là je suis bon, tout est bon. Je vais recalber le pont et après zou, en marche. Je mets mon casque, ça c'est bon. Ça c'est bon. Hello. Lui je le vire. Donc là ils sont tous en ordre de marche. Maintenant je remets le compresseur. Voilà. Donc là tout est bon. La machine est prête à redémarrer. Alors, on va voir, hein. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Voilà. Donc le défaut, j'ai pas quitté. L'alarme. Donc voyons l'alarme. Voilà, vous voyez plus d'alarme. Voilà. Donc là il faut que. Donc là on voit que la température entrée sortie d'eau elle est 38 degrés parce que là j'ai mes chaudières électriques qui fonctionnent toujours. Et là j'ai oublié un truc, c'est que sur la supervision je l'ai mis sur arrêt. Donc là je vais ranger tout mon outillage pour pas me le faire baquer. Et je vais aller à la GTB et la mettre sur marche. Car là j'ai pas de défaut. Donc là pour le moment ça marche. Les ventilos tournent dans le bon sens, en tout cas pour ceux qui tournent. Ouais, j'ai les températures, j'ai pas les pressions. Bon là il y a un problème sur un paramètre, ça c'est clair. Température condensation aussi, 45 degrés. Température EVAP 0,6. Ouais mais là je suis en mode chaud là. Je suis en mode chaud. Donc l'extérieur c'est pas la condensation, c'est l'évaporation. Donc ouais. Après là. Avec en mode froid ça serait plus simple là, con. Après pour être sûr il faudra que j'appelle le SAV Inox. Mais bon déjà on va voir si elles se font en défaut ou pas. Ça consomme un petit peu. Il n'y a qu'un compresseur qui tourne on dirait. La consigne à 44 degrés. C'est bon, ça
tourne dans le bon sens. Ça, il faut le contrôler. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Celui-là, je l'ai pas encore contrôlé, celui-là. Donc là, juste avant, on avait pu voir que 4 ventilateurs tournaient. Donc les deux du milieu, c'est le variateur de fréquence RV3. Les deux qui avaient complètement à droite, à l'extrémité, là, c'était le variateur RV2. Et ceux complètement à gauche, ceux qui ne tournaient pas, sont contrôlés par le variateur RV1. Donc avec ceux-là que je n'avais pas contrôlé. Et donc pour les contrôler, je vais le faire, mais en manuel, mais on le verra pas dans cette vidéo-là. Et donc là, on peut voir cette photo, donc, que c'est un ventilateur ZIEHL-ABEGG. Et le modèle, c'est le FN080-SDS6N7. On peut voir qu'il est alimenté en 400 volts, tourne à 900-700 tours minute. En tout cas, ce ventilateur est très lourd, il fait 37 kg et j'en ai changé un. Et c'est vrai que vous mettez deux pour le faire, en tout cas pour le monter sur la machine. Donc cette vidéo est quand même assez riche, on a vu beaucoup de choses. On a vu l'installation d'un Altivar 212 en remplacement d'un Altivar 21. On a pu voir comment récupérer les paramètres sur un ancien variateur de fréquence. Et on a vu comment paramétrer le nouveau. On a vu aussi les bases du schéma électrique du variateur de fréquence. Et donc, comme j'ai dit en début de vidéo, le lendemain je suis revenu voir la machine, j'ai eu un petit souci. Et donc ça on le verra dans la prochaine vidéo qui sera froid 357.